This is La Peste et vous êtes sur Rap Elite. Peace. Encore une belle interview avec Rap Elite. This is. Salut. Ça va? Très bien. Et vous? Cool, cool, cool. Hein, on se voit par rapport à la sortie de ton 11e album, Yes. Pacifique. Yes. Le 9 juin, c'est dans quelques jours. Ouais. Comment est-ce que tu te sens déjà quelques jours de la sortie de l'album? C'est la première fois que j'ai ce sentiment-là. C'est-à-dire que d'habitude, je suis soit hyper stressé ou alors hyper confiant. Mais là, j'ai tellement travaillé sur ce disque que je ne sais même pas dans quel état je suis en fait. Je suis tellement allé au bout du processus pour ce disque. J'ai tellement tout donné, c'était un disque tellement dur à faire que là, je me sens un peu vidé en fait. Je crois que c'est ça, je me sens un peu vidé. C'est vrai que j'ai vu que tu avais fait face quelques difficultés pour produire cet album. Tu peux nous expliquer un peu ces Alors, difficultés-là? déjà, ce qui a été très dur, c'est en gros, moi, j'avais essayé un disque un peu comme ça, qui était dans le ventre du crocodile, Peter Punk, il y a 7-8 ans. Ouais, quelques temps quand même. Voilà, c'était un disque rock. En tout cas, que je voulais rock, mais c'était pas totalement assumé rock et tout ça et tout. Donc, du coup, et qui n'avait pas marché. Et du coup, là, je savais que j'allais sortir des sentiers battus du rap et que j'allais proposer autre chose. Et du coup, déjà, ça, c'était difficile. C'est-à-dire d'oser le faire en sachant que j'ai déjà essayé de faire ça et j'ai eu un échec. Et donc, il fallait assumer, il fallait totalement assumer le truc. Donc déjà, ça, au niveau de la forme et de la forme artistique pure, c'était dur. Ensuite, donc ça, j'ai dépassé ça. Ensuite, il fallait le faire comprendre aux gens avec qui je travaille. Donc il y en a qui l'ont compris tout de suite, d'autres qui ne l'ont pas compris tout de suite. Et il ne fallait pas que je lâche le morceau. Donc ça aussi, ça a été très dur. Et en plus, dans un truc un peu plus technique, c'est qu'il y a eu des changements de direction de label parce que j'ai signé chez Polydor. Et tout ça, ça a rajouté aussi des complications. Mais j'ai rien lâché. Et voilà. On va en parler justement du parti pris artistique et même visuel. Ouais. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis Rap Machine en 2015. C'est ça, Toi, depuis 2 ans. bizarrement, comparé à beaucoup d'artistes, tu arrives à prendre ton temps à l'heure où les artistes sortent des projets tous les 8-9 mois. Comment est-ce que tu fais pour prendre ton temps en fait, pour bosser sur un album? C'est que c'est pas mon approche de la musique. Moi, ça fait longtemps que j'en fais. Tu vois, j'ai presque 17 ans de carrière maintenant. Du coup, c'est pas mon approche. Je peux comprendre que si tu es un jeune artiste, tout ça et tout, tu as peur qu'on parle plus de toi et tout ça et tout, donc tu es dans un truc où tu veux. Mais moi, sur ça, j'ai confiance, tu vois. Et du coup, c'est pas ce qui me motive. Moi, ce qui me motive de plus en plus, et vraiment là, en tout cas, encore plus pour Pacifique, c'est de faire le meilleur disque possible pour moi. Le meilleur disque possible et que je sois allé au bout du bout du bout. C'est vraiment ça qui compte. Donc, du coup, mon approche, elle est pas dans le buzz, elle est pas dans. C'est ce que je dis à un moment, je dis ouais, je suis pas là pour battre des records, je suis là pour faire battre les cœurs. C'est-à-dire que mon approche, elle est hyper artistique. Vraiment, vraiment artistique. C'est-à-dire qu'il faut que je sois content, satisfait de ma proposition artistique et que je sois persuadé qu'elle va percuter et toucher les gens. C'est ça qui compte, c'est ça mon curseur. Et d'ailleurs, pour choisir les titres qui sont présents sur cet album, tu as été à l'Olympia, il me semble. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience? Déjà, pourquoi être parti à l'Olympia? Ça peut être atypique comme. Ouais. Alors en fait, ce disque-là, avec Le Poisson Rouge, avec mon premier album, et donc celui-là, c'est mon 11e album. C'est les seuls albums que j'ai fait sans avoir un concept au préalable. C'est-à-dire que on va prendre mon album Du Bled, Itinéraire d'un enfant bronzé. Je savais que j'allais parler beaucoup d'un jeune métis qui découvre l'Afrique pour la première fois et tout ça. C'était la thématique du disque. Dans Jeux de société, c'était un regard sur la société. Dans Les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue, c'était raconter plein d'histoires. Bref, je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Rap Machine, c'était un peu un retour au rap et tout ça. Poisson Rouge, mon premier album, c'était pas ça. Il n'y avait pas de concept. Poisson Rouge, c'est comme le premier album de n'importe quel artiste. En gros, l'artiste, dans son premier album, il raconte toutes ses années d'évolution dans le rap jusqu'à ce qu'il soit connu. C'est ça qu'il raconte dans son premier album. C'est un peu ce que j'ai fait dans Le Poisson Rouge. Et moi, dans Pacifique, que j'ai vu comme un premier album, je me suis dit, je ne vais pas avoir de concept au départ. Justement, le concept, ça va être de ne pas en avoir. Parce que je savais qu'on m'avait un petit peu mis dans le rappeur à concept, tout ça et tout truc. Et moi-même, je voulais encore surprendre. Donc du coup, il n'y avait pas de concept au départ et je me suis juste dit, je vais juste retranscrire des émotions sans me dire, il faut que ce soit électro ou rap ou pop. Juste, je vais exprimer ce que j'ai au fond de moi et après, je verrai. Du coup, je me suis retrouvé avec une quarantaine de titres et je ne savais pas comment choisir. Et vu que j'ai un rapport très particulier, très singulier à la scène, je me suis dit, tiens, je vais écouter mon disque sur scène, mes maquettes sur scène, et je vais voir ce que ça donne, comment j'imagine les morceaux, tout ça et tout.
J'ai demandé à l'Olympia, ils ont dit oui. Donc toute une matinée, j'étais à l'Olympia tout seul, sur scène, avec mon casque. Je faisais un peu de corde à sauter, un peu de shadow, tout ça. Et j'écoutais les morceaux. Et c'est là, à partir de là, que j'ai pu définir la colonne vertébrale du disque. C'est là que j'ai trouvé le titre Pacifique, puisque vu que je n'avais pas de concept au départ, je ne savais pas. C'est là que j'ai trouvé le titre Pacifique. Comment ça m'est venu? Je me suis dit, ah, je me sens bien là. Je sais pas, tu sais, le fait d'être tout seul sur scène et tout, dans un truc. Parce que moi, j'aime la scène, tu vois. Donc, du coup, j'avais un sentiment de paix. Et puis, paix, pacifisme, pacifique. Ah ouais, Pacifique, c'est l'océan le plus grand, tout ça. J'ai commencé à rentrer dans ce délire-là. Et c'est comme ça que les contours du disque se sont faits. Et après, bah, j'ai retravaillé dans ce sens-là. J'ai refait des arrangements. Maintenant que j'avais la colonne vertébrale et le nom d'album, je suis revenu sur les titres et j'ai retravaillé encore. Tu as lancé Autre Espèce le 27 janvier. Ouais. Après la cover de l'album très artistique, tu l'as dévoilé le 5 avril, il me semble. Ouais. Le 5 mai, tu lances Splash, Ouais. produit par Stromae. Qui vivent en zigzag tout le temps aux aguets. J'ai 15 ans, je fais que taguer. J'évite les feux qui veulent que me taser. Les feux, elles ne veulent que me caser. Donc entre Autre Espèce et Splash, il y a quelques mois, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris autant de temps? En fait, quand je dis autant de temps, c'est parce que d'habitude, les artistes se laissent peut-être 3 semaines pour envoyer un autre artiste, Ouais. un autre morceau. Ouais. Mais toi, encore une façon atypique d'arriver, Ouais. tu prends ton temps, quoi. Bah, je prends mon temps, surtout que quand j'ai. Tu sais, je vais être très honnête, quand on a sorti Autre Espèce, moi, c'était un petit peu un pari. C'était un pari parce que déjà, dans ma manière de m'habiller, dans le propos, en fait, c'est une fracture ouverte, ce morceau-là. C'est une fracture ouverte dans ma carrière. Mais j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de Par ça. fracture ouverte, t'entends quoi? Bah, j'entends. C'est-à-dire que ça reste du This Is dans le fond, parce que moi, le fond, il est toujours le même, mais dans la forme, c'est quand même atypique. Exactement, Tu vois t'es scellé même dans le clip, je sais pas où C'est t'es ça. parti le À Los tourner. Angeles, on est parti à Los Angeles. Bah voilà, on sent un effort sur le visuel, tu te Ouais. rapproches un peu plus de la nature, ça rentre en Ouais. lien avec le côté pacifique. Tu te sens peut-être plus apaisé ou peut-être en paix avec toi-même, je sais pas comment. Il y a un peu de t'as ça, voulu- il y a un peu de ça, mais tu vois, dans le morceau, dans Autre Espèce, je parle un petit peu de ça. Je dis, pourtant, c'est un morceau qui parle de souffrance, dans Ouais, le on genre va en où, parler, ouais. où j'explique que voilà, je me reconnais pas dans l'époque dans laquelle on vit et tout ça. Et je dis que je suis d'une autre espèce. Après, c'est une métaphore. Je ne me considère pas mieux ou différent qu'un autre. C'est juste une métaphore artistique, tu vois. Et du coup, oui, c'était un pari. Et quand j'ai vu que ça a plu, Ça t'a mis en confiance Oh, dans la de fou. direction. de fou. Du coup, j'ai redessiné un petit peu le disque, tu vois. Mais j'ai pas inventé des nouvelles choses. C'est juste que des morceaux peut-être que j'avais mis un peu de côté. J'ai dit, ah mais non. Tous ces effets de voix, tout ce que j'ai apporté et tout, Ouais. je vois que ça plaît. Ok, tu vois, j'ai régulier T'as un petit peu. optimisé le un truc. peu. Voilà. Ok. C'est ça qui s'est passé. Donc du coup, c'est comme si quelque part même le public faisait partie du processus Bien sûr. du disque. Parce que c'est le public, on va dire, dans la carrière d'un artiste, qu'on le veuille ou pas, c'est une partie prenante en fait. Il y a des interactions Bien qui sûr. se passent. Il faut que le public valide plus ou moins la direction Ouais. artistique que tu prends. Bien parce que sûr. sinon, ça se fait à deux en fait. C'est Bien ça. sûr. Ça peut se Après, régler. c'est pas dans un. Parce que tu vois, de la même manière que je veux pas subir la tyrannie d'un média ou des médias en général ou d'une personne, tout ça, je veux pas non plus subir la tyrannie de mon Bien sûr, tu public. tends l'oreille. Tu Voilà, tends c'est l'oreille. ça. Parce que sinon, ça veut dire que tu corresponds à un cahier des charges. Bon, ok, bah, mon public, il aime bien quand je fais ça, Ouais. bah, je vais leur servir ça. Et du coup, bah, ce serait plus du D6 parce que ce serait plus authentique, tu vois. Juste, j'essaierai de correspondre à ce qu'on attend de moi. Et ça, c'est Et tout. c'est vrai que sur cet album, on sent qu'il y a des parties pré-artistiques très fortes, on va en parler dans 2 minutes. Mais pour revenir sur Splash, il a été composé par Stromae. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre? Stromae, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Sur mon deuxième album, Jeux de société, donc qui suivait le gros succès de Poisson Rouge, je travaillais avec un mec qui s'appelle Ozan, qui fait partie des Street Fabulous et qui est belge. Donc j'étais en Belgique et il me dit tiens, il y a un jeune artiste, un jeune producteur qui fait des prods, il aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux bien écouter ses prods? Il m'a demandé est-ce que tu veux bien écouter ses prods et regarder son clip. Et c'était Stromae. Et c'était ça il y a 12-13 ans. Et donc j'écoute et ses prods, elles étaient ouf. Ses prods, elles étaient ouf et je regarde son clip, il avait déjà un espèce de truc atypique. C'était pas encore le Stromae qu'on a vu après, mais il y avait déjà quelque chose, il avait déjà sa personnalité un peu étrange et singulière. Et du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit franchement, c'est super bien ce que tu fais et tout, tes prods, elles sont super bien, vraiment, c'est cool, tout ça. Il m'a dit ah, merci beaucoup, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et puis 3-4 ans après, il sort Alors on danse, ça explose tout. Et puis encore après, il sort Racine Carrée et là, ça devient un titan de la musique et il déglingue tout. Entre-temps, on se croise sur 2-3 festivals, voilà, on se dit bonjour, tu sais, bon voilà. Et puis, donc c'est pas cet été, mais l'été, donc d'il y a un an, je l'appelle pour aller lui faire écouter un petit peu la direction que je prends sur mon disque. Comme ça, entre collègues artistiques, tu vois, pour
Et il me dit, ah, c'est bien, je lui fais écouter 3-4 titres. Il me dit, ah, c'est bien et tout. Fais-toi confiance quand tu chantes et tout ça. Tes lignes mélodiques, elles sont fortes et tout. Fais-toi confiance. Ok, merci, tout ça. Plus tard, donc comme tu te dis, je sors Autre Espèce en janvier. Et une semaine après, je reçois un SMS de Paul, de Stromae, qui me dit, chambé ce morceau, les mélodies, elles sont trop puissantes et tout. Je dis, ah, merci beaucoup, ça me touche. 3 semaines avant de rendre les bandes de Pacifique, je suis avec mon associé. Et je lui dis, tiens, j'ai reçu un SMS de Stromae et tout, qui m'a encouragé pour me dire qu'il avait aimé Autre Espèce. Il me dit, mais demande-lui de faire un titre. Moi, je dis, mais non, je ne vais pas l'emmerder avec ça, tout ça. Tu vois, il n'a plus envie. En plus, il a dit qu'il faisait plus de musique. Il dit, mais demande-lui, tu n'as rien à perdre. Tu as bien dit que ce disque-là, tu n'allais pas faire comme d'habitude. Parce que moi, d'habitude, par orgueil ou pour plein de raisons, aussi c'est peut-être une mentalité de quartier, tu n'aimes pas demander qu'on te dise non. C'est un truc que tu n'aimes pas, tu vois. Ouais. Donc peut-être que j'avais trop ce truc-là et je n'osais pas demander ou des choses comme ça. Et du coup, il m'a dit, vas-y, tu as bien dit que ce disque-là était différent, vas-y, demande. Je dis, ok, j'envoie un SMS. Je vous le raconte exactement comment c'est passé. J'envoie un SMS. Salut Paul et tout, je vais rendre mes bandes dans 3 semaines. C'est les SMS que j'ai mis en capture d'écran sur Instagram, pour courtiser sur le truc. Ouais. Voilà, je rends mes bandes dans 3 semaines et tout. Est-ce que j'aimerais bien faire un titre avec toi? Il me dit, ok, allons au studio. Ça a été aussi simple que ça. Donc je m'étais pris la tête pendant je ne sais pas combien d'années pour des trucs où en fait, juste tu demandes. Et puis en plus, c'est pas grave si on me dit non. Tu vois, c'est peut-être partie remise ou quoi. Okay, voilà, exactement. Est-ce que son apport a changé ta façon de travailler ou pas en studio? Pas pour là, parce que Splash, c'est un titre que j'ai fait à la fin. Mais la journée que j'ai passée avec lui en studio, je sais que ça va m'aider pour mon prochain disque. Parce qu'en gros, moi, je suis un artiste je vais être honnête, qui doute. Tu vois, je doute beaucoup. Mais je ne doute pas sur mes choix artistiques. Je doute sur est-ce que les gens vont le comprendre? Est-ce que les gens… Moi, je sais que ça me plaît. Je sais que ça me plaît et je sais que j'ai donné le meilleur, tu vois. Mais est-ce que les gens vont le comprendre? Et du coup, lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il dit, écoute, si toi, ça te plaît et que tu es sûr de toi, il n'y a que ça qui compte. C'est ça le curseur. Et c'est là où il est fort, ce mec-là. C'est là où il est fort. Ça, il faut avoir une énorme confiance en soi et peut-être un passif que tu as, tu vois, par rapport à tes 17 ans de carrière, pour se dire, je suis sûr de moi, donc c'est sûr qu'on va me comprendre. Tu commences il y en a, je pense que c'est aussi une mentalité. Il y en a, ils ont ça dès le départ. Il faut être honnête. Il y en a, dès le départ, ils sont persuadés, et tu vois, ils s'en tapent de qu'on n'aime pas et tout. Moi, j'avais du mal à être comme ça. C'est pourquoi? C'est parce que tu es un peu plus terre à terre. Parce qu'en vrai, là, c'est qu'un artiste qui se dit ça, c'est qu'il a un fort ego. Et en vrai, enfin, un fort ego, soit une forte confiance en lui, soit un fort ego. Et bien souvent, la frontière, elle est fine. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le fait de se dire, quoi qu'il arrive, ce que je fais, ça va le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, tu pointes exactement, je crois, mon souci, c'est que justement, moi, j'essaie, de par ma vie, ma mentalité, j'essaie de faire attention à mon ego. J'essaie de faire très très attention à ça, tu vois, parce que l'ego, ça peut être très destructeur. D'ailleurs, j'ai toujours pensé à écrire un morceau sur ça. Ça peut être très 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 destructeur. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait dans sa vie par rapport à son ego. Donc je fais attention à ça. Donc parfois c'est compliqué en tant qu'artiste où tu es forcément mégalomane et tu vois, justement, elle est où la nuance, tu vois? Est-ce que c'est ton ego qui parle? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu vois? Donc c'est hyper compliqué. Et en parlant de compliqué, il y a un morceau qui s'appelle Compliqué, composé aussi par Stromae. Est-ce que c'est un peu le future single de cet album? Est-ce que tu dis ça parce que pour toi, ça peut être un single? Ça peut être un single, mais il y en a tellement d'autres dont on va parler. Donc je ne sais pas comment est-ce que tu peux… Je ne sais pas sur quel pied tu danses en fait. Écoute, moi celui-là, je l'ai enregistré tout de suite après Splash. Parce qu'en gros, quand on avait fini notre journée de travail avec Paul, on travaillait sur un autre titre qui n'est pas sur l'album au final. Et quand on avait fini notre journée de travail, j'ai demandé à Stromae, ouais, tu peux me faire écouter des instrus et tout. Et le mec, il me fait écouter 7 instrus, je voulais prendre les 7. Mais vraiment, c'était hyper puissant, tu vois. Finalement, j'ai choisi ces deux-là. Et puis, en arrivant au studio directement, c'est-à-dire que j'avais passé la journée en studio avec lui, j'étais dans mon train Bruxelles-Paris, j'ai appelé mon ingénieur de son, j'ai dit, j'ai des instrus de Stromae, est-ce qu'on peut se voir en studio tout de suite? Il m'a dit oui, boum, j'ai enchaîné. Donc après la journée en studio avec Paul, j'ai enchaîné la nuit, moi avec mon ingénieur du son, et j'ai écrit Splash dans le train. Et après, je suis rentré et j'ai écrit Compliqué. Du coup, Compliqué, je ne sais pas, moi j'aimerais bien parce que c'est un titre, je pense, qui me représente beaucoup. Mais quand je dis me représente beaucoup, je fais attention à pas
que parler de moi. Je pense que c'est un titre dans lequel beaucoup de gens peuvent se retrouver. Et en plus, tu vois, le mot compliqué, il est suffisamment amovible pour que tu puisses le prendre dans une relation amoureuse. Tu peux aussi le prendre par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à se faire comprendre vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de son entourage. Tu vois. Donc le mot, il est suffisamment large pour que ce soit un single peut-être. Donc c'est à voir selon les retours, etc. Ouais, c'est bien avec le streaming aujourd'hui, on peut voir. Tu peux voir qu'est-ce que les gens écoutent. Ouais. C'est intéressant, cool. Dans le processus, dans la stratégie de cool. marketing, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai qu'on va parler de ton état d'esprit maintenant. Comme tu disais, le titre Autre espèce, tu prends tes distances un peu avec le monde qui t'entoure. Dans Splash, tu parles d'exclusion. Et c'est vrai que dans cet album, tu parles beaucoup de relations entre individus, de sentiments. On sent d'ici traverser par plusieurs sentiments, un peu de lassitude, on peut l'entendre dans Watcha ou dans ADN, un peu pessimiste, tu vois, tu sais, jette un œil acerbe sur le monde. De l'autre côté, tu peux être plein d'espoir quand on peut l'entendre dans Ça va aller, assez tiraillé, je sais pas comment. Le premier titre que j'ai enregistré pour ce disque, donc il y a 2 ans, c'est-à-dire que mon album Rap Machine, il est sorti en juin 2015. En juin 2015, je travaillais déjà sur Pacifique. Et le premier titre que j'ai fait, c'est Ça va aller. C'est-à-dire que c'est le premier titre que j'ai enregistré. Et du coup, j'ai pas réfléchi, comme je t'ai dit, vu que je suis parti des émotions pures et sincères, je me suis pas dit, comment dire, ok, je fais ça, bon après je vais faire ça. Non, en fait j'ai tout fait ce que j'avais envie et après j'ai choisi. Et après j'ai retravaillé et tout, tu vois. Donc du coup, effectivement, je me suis rendu compte qu'à un moment en studio, quand j'étais seul en studio et que j'écrivais, il y avait beaucoup de morceaux tristes qui sortaient. Alors, est-ce que c'est dû à mon âge? Est-ce que c'est dû à l'époque aussi? Après, je pense qu'il faut voir tout ce qui se passe dans le monde. J'ai l'impression que tu es un peu lassé et tu as perdu un peu foi dans le monde et dans les hommes avec un grand H. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Que tu as beaucoup eu d'espoir en l'espèce humaine et que maintenant, tu as compris ou tu as ouvert les yeux. C'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. Et d'ailleurs, il y a dans Carré Bleu, je dis j'ai la misanthropie qui m'attend à bras ouverts. C'est soit je couche avec, soit je finis les veines ouvertes. La misanthropie, c'est quand tu détestes le genre humain, en fait. Et en gros, je dis que la misanthropie m'attend. Ça veut dire que si, en gros, je pense que ça va avec mon âge aussi. Tu vois, moi, j'ai 39 ans. Je pense qu'arrivé à un moment, il y a certaines personnes qui commencent à se dire, il y en a qui se le disent beaucoup plus tôt, tu vois. Ouais, en gros, l'être humain, c'est une sale race. J'ai plus confiance en elle du tout. Je vais me replier sur moi. Et soit je vais tomber dans le cynisme, c'est-à-dire que je me moque de tout et plus rien n'a d'importance. Ou soit je vais être complètement aigri et tout ça. Et moi, je refuse ça. Je refuse d'être aigri. Donc, comme tu dis, c'est un combat entre le fait d'être aigri, de dire « ouais, ils sont tous pourris » et non, quand même, il y a quand même des choses qui peuvent donner foi en l'être humain. C'est une thématique qui m'est chère, mais c'est normal parce que moi, je suis un artiste. C'est un mot qui fait peur, surtout dans les médias comme Rap Elite et tout, mais je suis hypersensible, moi. On va en parler, de timidité. Je suis hypersensible, il n'y a pas de… Tu vois en avant, Voilà. Et du coup, j'ai pas honte de le dire. Parce que pour moi, quelque part, être un vrai bonhomme, c'est ça, tu vois. Tu as des failles aussi, tu vois. T'es pas qu'un rock balèze et tout, tu vois. Tu as aussi des failles, tu vois. Ça fait partie de ça. Il y a plein d'artistes qui ont exprimé. Marvin Gaye, Tupac, plein, tu vois. Sauf qu'en France, c'est un peu… Peut-être tabou et surtout peut-être dans le rap, dans l'urbain. Ouais. Ou alors on va dire, ah, c'est un fragile, un ouais, truc, voilà, etc. on va juste dire, ouais, il parle de sa mère. Ah, ok, il a des sentiments. Mais gros, moi, il n'y a pas que ça qui… Évidemment, j'aime ma mère. Tu peux être sensible, bien sûr. Mais moi, voir un frère qui tombe, les histoires d'Adama, de tout ça et tout. Ok, ça me met en colère, mais ça me rend triste pour la famille, pour les gens, tu vois. Alors, est-ce que c'est être un négro fragile que d'être triste pour ton prochain qui te ressemble, qui a les mêmes… si c'est ça, être un négro fragile, écoute. D'ailleurs, il y a une phrase forte dans ADN, tu dis « Des vrais parents devraient dire sois méchant à leur enfant, car la vie s'abstractise comme Kandinsky. » Pour ceux qui ne savent pas, la vie s'abstractise comme Kandinsky, justement. Voilà, elle devient abstraite. Voilà. Et Kandinsky, c'est un des pionniers de l'art abstrait, pour ceux qui ne savent pas. Tu étais dans une période où tu n'avais pas forcément foi vraiment en l'espèce humaine. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phase? Parce que c'est une phase forte en fait. Ouais. En gros, et je le sais, moi je suis père de famille. Tu éduques tes enfants à être nice, à être gentils, à être polis. Tu les éduques comme ça. C'est-à-dire que tu leur donnes une grille de protocole pour bien se comporter dans la société. Pourtant, il y a des gens qui trichent dans cette société. Qui trichent et tu vois que par rapport soit à ta couleur ou là d'où tu viens ou plein d'autres choses, parfois on te met de côté, parfois on te considère mal, parfois on se permet de faire des choses avec toi qu'on ne ferait pas avec d'autres. Mais toi, on t'a mis l'inception dans la tête que oui, c'est pas grave, faut être poli. Donc tu vois,
en gros, il y a toute cette… ce qui est normal, on a besoin de ces protocoles de politesse et tout, c'est normal, sinon on ne pourrait pas vivre ensemble, tu vois. Mais je pense que, tu vois, moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. On m'a éduqué plutôt, voilà, sois poli, la différence entre le bien et le mal. Et je ne regrette pas mon éducation du tout, tu vois. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ma couleur de peau, là d'où je viens et tout, moi, dans la manière dont j'éduque mes enfants, je leur apprends aussi à ne pas être dupe de certaines choses. Voilà, en fait, la candeur que tu peux avoir, il faut savoir c'est ça. la limiter. En fait, cette candeur-là, elle est précieuse, c'est comme un trésor, tu vois. Il faut savoir la donner aux gens qui la méritent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément hostile envers les autres, mais il faut plutôt être neutre. Et moi, avant, j'avais tendance à mélanger un peu les choses. C'est-à-dire que, non, tu vois, j'étais… Tu voulais trop donner, c'est ça? Un petit peu, tu vois, mais ça va aussi avec la spiritualité, avec tout ça et tout. Et ça ne veut pas dire qu'il faut… C'est pas… Je suis dans la nuance, attention, c'est pas « ouais, il faut être méchant et tout ». C'est ce que je dis dans le texte pour contraster, parce que c'est un état balancé comme ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas genre « il faut être méchant ou gentil ». La vie, elle n'est pas comme ça. Plutôt être méfiant, dirons-nous? Non, il faut être neutre. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter en fonction du contexte. C'est ça l'intelligence, je pense. Il faut s'adapter. Et en parlant de morceaux combatifs, dans LU2TE, tu parles de tes références artistiques, sportives, littéraires. Mais où est-ce que tu vois le point de ressemblance entre un boxeur comme Mike Tyson, un écrivain comme Céline et un penseur chinois comme Lao Tzu? Mais après, tu parles beaucoup de… Il y a beaucoup d'autres références. Ouais. C'est parce qu'ils t'ont influencé. C'est très bien, ta question, elle est vraiment… c'est une belle question. En gros, moi, j'ai lu la biographie de Tyson. Et j'ai lu la biographie après avoir vu tous ces combats et tout ça. Je suis un ouf de boxe. Et en gros, l'image que les médias donnaient de Tyson, c'est une brute épaisse, quelqu'un qui n'a pas de cerveau, un noir gorille. C'est un peu l'image qu'on veut donner du noir en général, en plus. Et quand tu lis son autobiographie, tu vois que c'est quelqu'un d'hypersensible, qui est tombé dans la violence alors qu'au départ, ce n'était pas du tout quelqu'un de violent, c'était même un bolos. On parle de Tyson, il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il avait peur, il se faisait frapper par tout le monde, tout ça et tout. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a… Lui, il était beaucoup sur les toits du Bronx et il avait des pigeons, tu vois, il aimait bien envoyer des pigeons, tout ça. C'était un peu son monde à lui. Et puis il y a un grand du quartier qui est venu, qui a dit « ouais, t'es pigeon de merde, je sais pas quoi ». Il a tordu la tête du pigeon et il a décapité le pigeon devant lui. Et là, Tyson a pété un câble. Il a attrapé le mec, il l'a démonté, alors que c'était un mec qui était plus bas. Et il s'est rendu compte de sa force, alors qu'avant, il se faisait vraiment malmener. Il s'est même fait, il a subi des attouchements et tout ça. Tu vois, c'est chaud, tu vois. Et du coup, il a pris conscience de sa force. Et à partir de là, il s'est plus laissé faire. Et puis après, il est tombé dans le banditisme. Sa mère, c'était une prostituée, tout ça. Bon, je ne vais pas raconter sa vie. Mais c'est un mec, quand il te raconte ça, il a un cerveau, il a une sensibilité. Il te raconte les choses quand il a été en prison, il te raconte son accusation de viol qu'il n'a pas commis, à quel point ça l'a complètement détruit et tout ça. Il te raconte tout ça, il te raconte qu'il a appris justement à lire en prison et tout. Et du coup, tu vois que c'est quelqu'un qui a de l'épaisseur. Ce n'est pas juste l'image qu'on renvoie de lui. Donc le lien qu'on peut faire avec Louis-Ferdinand Céline, par exemple, qui est un auteur… qui effectivement a une partie de lui, ou plutôt lui, qui est antisémite et tout ça. Controversé, ouais. Voilà, controversé. Pour autant, quand tu t'intéresses aussi à sa vie, tu te rends compte que ce mec-là, c'était un médecin et que pendant pratiquement toute sa vie, il a donné des soins gratuits aux petites gens qui vivaient dans des bidonvilles à Paris. Donc tu vois, cette espèce de contradiction entre… Tu vois, moi, c'est tout ça qui m'intéresse. Je pense que l'être humain, il n'est pas monolithique. L'être humain, ce n'est pas une personne qui est comme ça et qui est tout le temps comme ça. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, le rapport avec Pacifique et les vagues dans l'album, c'est ça. C'est-à-dire que les vagues, la métaphore des vagues, je ne veux pas trop expliquer le disque parce que je veux que les gens puissent l'interpréter comme eux, ils le sentent en fonction de leur vie, de leurs émotions. Juste ce que je peux dire, c'est que cette métaphore des vagues, c'est les émotions. C'est-à-dire que tu n'es jamais tout le temps joyeux, tu n'es jamais tout le temps triste, tu n'es jamais ça va et ça vient. Le bonheur, ça va et ça vient. Les sentiments que tu as envers ta chair et tendre, ça va et ça vient. Tu vois, c'est des choses qui vont et qui viennent. Mais limite, pour aller plus loin dans ce que tu dis, quelqu'un qui fait des choses mauvaises n'est pas forcément une mauvaise personne. Bon, après, on va pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est un peu ça que tu es en train de dire. Oui, je suis en train de dire ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a forcément des explications. Pour moi, aucun enfant ne naît, c'est convenu ce que je dis, mais aucun enfant ne naît et il est mauvais, quoi. Ouais, parce que quand tu prends l'exemple Ou alors il y a des déficiences mentales, des choses comme ça, mais là, on est dans un autre cadre. Mais
Tu vois, on entend bien qu'il y a des gens, après ça les excuse pas et ça veut pas dire que, tu vois, mais en tout cas, on sait très bien que des gens qui tabassent leurs gosses, eux-mêmes se sont fait tabasser. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Maintenant, c'est pas, je donne pas des excuses, juste, j'essaie de nuancer les choses. Parce que sinon, tu sais, avec perte et fracas, et autant couper des têtes, rétablir la peine de mort, et voilà, ça fait ça. C'est ça, c'est que quelqu'un comme Céline en est l'exemple, c'est-à-dire qu'il peut écrire des pamphlets antisémites, mais de l'autre côté, faire un classique comme Voyage au bout de la nuit. Ouais. Donc Qui dépeint, en plus, Voyage au bout de la nuit, qui dépeint bien, dans ce livre-là, une part de la mentalité française, surtout par rapport à l'après-guerre et tout ça et tout, tu vois. Donc après, tu vois, il y a une artiste, une humoriste qui s'appelle Blanche, je crois, qui a dit quelque chose de très fort par rapport à l'affaire Polanski, qui disait, parce que lui, il a été accusé de viol et tout ça et tout, bon bref, et puis il y en a qui, pour le défendre, disaient, ouais, mais il fait des bons films, tu vois. Et elle disait, oui, oui, mais donc ça veut dire qu'un boulanger qui est pédophile, on va dire oui, ok, il est pédophile, mais il fait des bonnes baguettes. Donc tu vois, il faut faire attention avec tous ces propos-là. Mais voilà, il n'en reste que Louis-Ferdinand Céline, c'est ce que je dis dans Lutte. Louis-Ferdinand Célinien, si je me laisse aller, c'est évidemment pas pour l'antisémitisme, mais pour sa vision noire du monde. Parce qu'il a une vision noire du monde. C'est-à-dire que quand tu regardes, quand tu lis Mort à crédit ou Voyage au bout de la nuit, laisse tomber, c'est une description de l'humanité qui est absolument, absolument sombre. Quand il te raconte les militaires français qui se comportent, comment ils se comportent en Afrique et qui touchent des petites filles et tout ça et tout, on sait que c'est vrai. Il y a déjà même eu des histoires comme ça. On a entendu des militaires qui se sont fait acquitter dernièrement pour des histoires comme ça. Tu vois, pour des actes de... Tu vois. Donc voilà. Donc... Voilà. Mais quand tu cites autant de références quand même, tu cites Schopenhauer aussi, tu cites Cus D'Amato, c'est pour le concept, je suppose, pour le côté combat, lutte, dans différents domaines, tu as des gens qui ont marqué l'histoire, entre guillemets, mais est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton auditeur, tout simplement? Alors, tu vois, ma volonté dans ce disque-là, c'était de faire un disque populaire. C'est un mot qui fait peur, populaire. Parce que tout de suite, on se dit, pour les gens qui ne comprennent pas trop, on dit, ouais, en gros, il veut vendre plein de disques, il veut faire... Voilà, l'aspect marketing de la chose. Ouais. Mais ça, c'est quand tu as une vision... Quand tu regardes le peuple de haut. Moi, déjà, je fais partie du peuple, j'ai grandi de là, je n'ai pas eu d'oseille, je viens de là. Et du coup, moi, je ne le regarde pas de haut. Au contraire, j'essaie de me mettre en dessous et je trouve le peuple grand parfois. Et donc, je ne vais pas me dire, ok, tu cites ça, tu ne vas pas dire Schopenhauer. Les gens qui t'écoutent, c'est des teubés, donc ne leur cite pas ça, ils ne vont pas comprendre. Au contraire, je me dis, celui qui ne va pas comprendre, il va chercher à comprendre. Et je pense qu'il y en a qui comprennent dans mon public. Tu vois, moi, j'ai des étudiants dans mon public, et pas forcément des étudiants. J'ai des mecs qui ne font pas d'études, qui travaillent, mais juste qu'ils ont un espèce d'attrait pour la culture et ces choses-là. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est positif. Parce que moi-même, en plus, je n'invente pas quelque chose. Il y a des artistes que j'écoute qui citent des choses que je ne connais pas, et ça m'a apporté dans ma vie, parce qu'ils m'ont cité un truc que je ne connaissais pas. Je suis allé voir. Ah ouais, ok, donc c'est ça qu'il veut dire. En fait, beaucoup citer ces références, on va pas te dire que t'es pédant. En tout cas, toi, non, surtout pas. Je déteste ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ton but. Non, je déteste. C'est pas pour écraser l'autre et dire regardez tout ce que je connais et tout. Pas du tout, parce qu'à chaque fois, c'est cohérent. Tu vois, dans Lutte, justement, pourquoi je cite Schopenhauer, c'est un mec qui a écrit un livre qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Et c'est le combat argumentatif. Mais c'est une forme de combat. C'est une forme de combat comme il y a un combat avec les poings, tu vois. Donc ça reste... Ouais, c'est cohérent en fait, c'est cohérent. En plus, ça fait partie de ton univers, tu me diras. Et t'es pas juste quelqu'un qui a été bercé par les codes forcément de l'urbain, on va en parler là tout de suite musicalement. Et d'ailleurs même, je crois, il me semble, c'est dans Meulé, tu fais une référence à Menace to Society, il me semble, au début quand... Je crois que... Ah oui, quand une interlude. S'il te plaît, vas-y, s'il te plaît, tout. Ça, c'est des codes de l'urbain que les gens vont plus connaître, mais il y a d'autres codes. D'accord. On va parler de chant et d'interprétation maintenant. Je crois savoir que tu as pris des cours de piano et de chant pour cet album. J'ai l'impression que tu n'apprécies pas forcément le vocodeur ou l'autotune utilisé de façon constante et que tu préfères utiliser ta voix naturelle, un peu comme dans Poisson étrange ou Qu'ils ont de la chance ou dans Vibe. Comment t'expliques ça? Alors, on va encore être dans la nuance. J'apprécie chez les autres, c'est-à-dire que Travis Scott, tout ça, la manière dont ils utilisent l'autotune, j'apprécie. Mais moi, je n'aime pas utiliser ça. Tu vois la nuance? J'aime bien l'écouter chez les autres, mais moi, je n'aime pas le faire. J'ai essayé un petit peu, il y en a un petit peu, dans Vibe, il y en a un petit peu, dans Menteur-Menteuse, il y en a un petit peu, mais ils sont mis volontairement. C'est léger, c'est léger. C'est léger, voilà. J'apprécie chez Hamza. Hamza, il manie super bien l'autotune, mais vraiment trop bien, tu vois. Mais moi, je préfère chanter juste et après appliquer des effets.
Alors que l'autotune, tu chantes un peu faux et ça rattrape derrière. Ça rattrape. Mais après, il y en a qui savent utiliser leur fausseté parce qu'ils savent quelle note ça va donner. Attention, c'est une science aussi l'autotune, tu vois. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, ne savent pas l'utiliser, mais il y en a, ils savent l'utiliser. Moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que je voulais à tout prix que mes effets de voix, ils servent le propos. On va prendre l'intro, l'ouverture du disque, qui est déjà avec un effet de voix. Le morceau qui s'appelle Radeau. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chanté en voix tête, c'est-à-dire que j'ai chanté la voix haute, et après, donc j'ai chanté juste et tout, et après on a dépitché, c'est-à-dire qu'on a ralenti le spectre, ce qui fait que ça fait une voix de quelqu'un qui est un peu éteint, un peu fatigué, et ça va avec le propos. Donc à chaque fois, j'utilise les effets pour que ça aille avec le propos. Mais c'est vrai que moi, j'ai constaté en écoutant cet album que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail fait sur l'interprétation et l'écriture. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'écriture est plus légère, peut-être moins détaillée, mais pas forcément plus facile. Et surtout, tu t'es pris la tête pour communiquer des choses en plaçant ta voix d'une certaine façon. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais c'est exactement ça. Essayer de transmettre de l'émotion. C'est exactement ça. On va prendre le morceau Ça va aller. Je dis t'as tout mis, t'as tout donné, t'as payé le prix, nanana, et après je dis et tu n'as plus de boulot. Je te garantis qu'il y a encore 3 ans, j'aurais été incapable d'écrire ça. C'est-à-dire que je l'aurais écrit, j'aurais dit mais non, c'est trop simple. Ça fait pitié, tu peux pas dire t'as tout mis, t'as tout donné, t'as plus de boulot. Mais quand c'est dans une belle mélodie, quand c'est dit de manière hyper sincère, bah, c'est là où je te dis que je me suis fait confiance. C'est que moi, quand je le dis, je suis vrai. Et je vais même me faire une confidence, je parle de moi dans ce couplet-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu donnes tout, truc, nanani, nanana, et tu te fais pas comprendre, et voilà encore, et ça passe pas. Tu vois? Et du coup, c'est hyper sincère. Ce qui fait que je peux t'interpréter ce morceau sur scène et avoir la chair de poule. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est étant donné, enfin, je pense, la différence entre l'écriture et de la chanson, c'est justement que la chanson, il y a des sonorités, il y a de l'interprétation, même si tu peux bien sûr interpréter aussi quand tu lis. Mais là, il y a un contexte qui fait que les émotions se transmettent un peu plus, même un morceau comme Qu'ils ont de la chance, textuellement, si on le lit, on peut se dire, ah, c'est assez simple, entre guillemets, c'est un peu même facile, basique. Mais la façon dont tu vas le poser, tu fais en sorte que de transmettre ce truc-là. Mais à quel moment tu t'es dit que tu allais changer ton approche textuelle? Bah, en fait, c'est par rapport à ce disque-là, où je me suis dit, je vais pas faire comme d'habitude, tu vois. Je vais pas faire comme d'habitude et je vais m'autoriser, je vais me mettre en danger, en fait. Ce que j'avais essayé de faire avec Peter Punk, mais je suis pas allé au bout. En gros, sur Peter Punk, j'étais face au précipice, j'ai sauté, mais j'avais un parachute. Pour Pacifique, j'étais au Grand Canyon et j'ai sauté sans parachute. Donc du coup, quitte à me mettre en danger au niveau du chant, quitte à me mettre en danger au niveau des textes, au niveau de tout. Donc c'est mon album le plus fou. Et c'est vrai qu'en parlant de Ça va aller, c'était le premier titre que tu as produit pour cet album. Et de l'autre côté, il y a un ADN un peu plus piano-violon avec un peu d'électro. Ça va aller, il est plus dans des sonorités assez deep house. Si je prends ces deux morceaux-là, c'est parce qu'en termes d'état d'esprit et de sonorité, ils sont vraiment différents. Comme sur tout cet album, on peut entendre des sonorités assez urbaines, on va dire, assez rap, qu'on entend plus souvent dans le rap. On peut entendre de la pop, de l'électro, parfois du zouk. Mais où est ton socle musical? Pourquoi partir dans toutes ces directions artistiques? En fait, les directions, elles servent les émotions. Les émotions sont différentes. Exprimer la colère, exprimer la tristesse, c'est pas le même beat. C'est même pas le même. Même ton cœur, il change de battement. Quand tu es en colère, ton cœur, il accélère. Quand tu es apaisé, que tu es bien avec ta petite meuf ou tes enfants, ton cœur, il est calme. Et bien la musique, elle va avec ça. Pourquoi moi, je vais essayer, pour correspondre à un espèce de cadre urbain ou je ne sais pas, je vais tout le temps être sur le même BPM? Non, ce n'est pas le propos du disque. Le propos du disque, c'est des émotions pures. Et c'est pour ça qu'en concert, ça fonctionne pour moi. Et c'est pour ça que les gens, ils aiment venir me voir en concert, parce qu'ils vont passer par toute une palette d'émotions. Tu ne viens pas voir la même chose sur le même BPM. Tout le temps, tu connais les phases et tu récites. Ce n'est pas des karaokés géants que je fais, moi. C'est vraiment des émotions. Tu vois, tu te prends des émotions. Et moi aussi, je me prends des émotions. Parce que dans mes concerts, je ne suis pas là pour me montrer. Je suis là pour vivre des émotions avec les gens. Tu vois, comme les vagues. Vous m'en donnez, je vous en redonne, et trucs, nanana. Et le disque, en gros, je n'aurais pas pu faire ce disque-là avant. Parce que je me suis aussi servi de toute l'expérience, de tout. Tu vois, là, mon propos, je le maîtrise. Donc, évidemment, si on écoute de loin, on va dire, ouais, mais attends, ça va dans tous les sens. Mais si tu écoutes le disque et que tu rentres dans le disque, tu te dis, mais en fait, c'est hyper cohérent, je comprends tout ce qui se passe. L'homogénéité et la cohérence, si elle ne se trouve pas d'un point de vue musical, elle se trouve où? Au niveau textuel? En fait, tu as le fond et la forme. C'est-à-dire que d'ici, je parle à la troisième personne comme Alain Delon, je suis désolé, mais le fond, il est toujours le même. Le fond, il est toujours le même. Moi, il n'y a pas de schizophrénie. Il
n'y a pas un jour je suis ça et un jour je suis ça. C'est la même chose. Mais musicalement aussi. Mais dans la forme, ça change. Ouais. Dans la forme, ça change. Et pour moi, la forme est moins importante que le fond. Tu vois, la forme, c'est comme, je te vois avec ta casquette, je te connais pas, et je me dis, ah ouais, bon, c'est un mec qui fait de la muscu, il vient d'un quartier. Mais là, quand je parle avec toi, je vois que tu as de la culture. Je vois, donc ton fond, je le vois. Si je m'étais arrêté que à ta casquette et à tes gros bras, je me dis, ok, c'est un mec qui fait de la sécurité, il travaille à Lidl et il est vigile. Mais non, le mec, tu vois, il est patron de sa société, il a de la culture, il s'intéresse et tout. Non. Donc le fond, il est plus important que la forme. Donc toi, on va dire que tu peux te permettre ça aussi parce que tu t'es jamais enfermé dans une case. Jamais. Depuis le début. C'est pas tous les artistes qui aujourd'hui peuvent se positionner Moi, la je pense façon que dont tout le monde se peut se le permettre, mais il faut juste oser. Ouais, mais oser, c'est un risque aussi parce qu'on est dans une certaine économie aussi. Ils sont tous là à dire que c'est des cojones comme ça qui mettent leur bolos sur la table et tout. Mais ose faire ce que tu veux. Est-ce que le public va comprendre ce parti pris artistique selon toi? Ouais. Ça dépend de quel public enfin, on parle. Ton public, j'en parle. Après, les autres mais je pense que d'autres aussi. Je pense que d'autres aussi. Tu sais, moi, je le vois, j'ai 15 ans de carrière. Quand on dit le public de D6, c'est quoi? C'est le public du Poisson Rouge? C'est le public de l'album du Bled? Ou c'est le public de ça, ou de la trilogie? C'est quoi? Moi, mon public, il se régénère à chaque fois. Il y a d'autres gens qui arrivent. Tu vois, moi, j'ai des gens de 16, 17 ans que je vois dans mes concerts, qui m'écrivent. Mais j'ai aussi des mecs de 30 piges, des profs et tout ça, qui truquent, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je régénère mon truc. Mais le fond, il reste le même. Donc ça veut dire que tu n'as pas peur de ne pas fidéliser ou moins fidéliser en partant dans des sonorités assez disparates? Non, moi je pense que je perdrais mon public si je commençais à correspondre à une recette ou à une marque. Ce serait plus du D6, ce serait fini. Donc ça veut dire que ce projet-là, tu ne le considères pas comme un projet expérimental, même si tu es parti dans plusieurs sonorités. En fait, ce n'est pas un test, tu sais ce que tu fais. Ah, je sais ce que je fais. Pour moi, c'est mon projet le plus D6ien. Voilà, c'est mon projet qui me correspond, qui me ressemble de plus. Mais j'aurais été incapable de le faire avant. Tu as trouvé un bon équilibre, si je peux me permettre, entre, comme tu dis, le fond et la forme. C'est-à-dire que tu essayes d'être, entre guillemets, moins lourd et plus ouvert. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que sur la trilogie, parfois, il y avait des textes qui étaient vraiment denses. Tu vois, qui étaient vraiment denses. Et parfois, limite, on aurait pu penser que c'était pédant. Là, je suis d'accord. Tu vois, genre... il y avait des images qui étaient un peu trop complexes. Et moi, j'ai voulu faire en sorte que ce disque-là, il soit accessible. Mais c'est vrai que si tous les artistes se mettent à dire « je viens du monde du rap, mais je peux poser sur des sonorités diverses », le rap, au sens strict du terme, sur des sonorités urbaines, entre guillemets, il est mort, non? Tu comprends ça? Si tous les artistes font du D6, après toi, tu as 17 ans de carrière, donc je peux comprendre que tu veuilles voir autre chose aussi, mais si tous les artistes font du D6… Mais tu vois, tu te dis ça, mais est-ce qu'on se dit ça sur MHD? Bah on dit afro-trap. Ouais. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui vont dire mais que… dans sa pulse, qu'est-ce que ça a à voir avec le rap des années 90? C'est ça, donc est-ce que… Qu'est-ce que ça a à voir? C'est un peu ça le débat, c'est qu'aujourd'hui, dire d'un artiste qui fait du rap, est-ce que ça se trouve vraiment dans les sonorités ou plus dans le flow que tu vas proposer, dans les thématiques, ça se trouve où en fait? Moi je pense que le rap, c'est une manière d'aborder un texte et de placer de manière rythmique ton texte. Et ça peut être sur n'importe quoi. Un rythme de poésie, tu vois. Voilà. Tu prends Afrika Bambaataa, qui est quand même un des fondateurs ou un des premiers. Il a samplé Kraftwerk au départ. Je parle de ça dans les années fin 70, tu vois. Kraftwerk, c'est de l'électro allemande, tu vois. Donc déjà, dans l'ADN du rap au départ, il y a déjà cette idée de racines multiples où tu peux aller ailleurs. Après, c'est plus un état d'esprit, une manière de raconter les choses. L'endroit d'où tu viens aussi. Et encore même ça veut rien dire. Il y a des mecs maintenant, tu vois, Orelsan a grandi à Caen. Ouais, bien sûr, tu n'es pas obligé de venir d'une banlieue. Donc, ce truc-là, il s'est éclaté. Ce truc, comme le rock, comme il y a eu dans le rock où ça s'est éclaté. Et après, dans le rock, tu as eu le folk, tu as eu le metal, tu as eu, tu vois. Le rap, c'est pareil. Mais moi, ces histoires de genre, je ne suis plus du tout là-dedans. Ça fait longtemps, en fait, que je ne suis plus là-dedans. C'est vrai que tu as bossé aussi avec Hamza sur le titre Marquise. Est-ce que tu peux nous raconter cette collaboration? Alors Hamza, je les rencontre. En fait, c'est mes petits frères qui m'ont fait écouter. Mes petits frères jumeaux avec qui je suis tout le temps, qu'on voit depuis longtemps dans mes clips. C'est des oufs de Hamza. Et ils m'ont dit, ouais, nous, on aimerait bien que tu fasses un titre avec lui. Et moi, je leur dis, ouais, mais les gars, il dit trop de vulgarité. Moi, je ne peux pas faire un titre avec lui. Moi aussi, j'étais un rappeur vulgaire avant. Je ne le juge pas du tout. C'est juste que moi, aujourd'hui, je ne dis plus de vulgarité, tu vois. Il dit, ouais, mais sa musicalité et tout, un truc. Ok, j'étais en Belgique, j'étais avec Amir, j'en parle à Amir. Il me dit, bah justement, il va passer au studio parce qu'il travaille dans ce studio-là. Et voilà, et puis après, on s'est présenté. Et puis, j'ai dit, écoute, on peut essayer un truc, on a essayé un truc. Et lui-même, il m'a dit, ouais, t'inquiète, hein, c'est d'ici, donc je vais faire attention et tout. Et il a écrit ce truc-là, hyper mélodieux,
hyper beau sur une instru de Amir au départ qu'ils ont retravaillé avec Ponko. Et voilà, et on a fait ça. Et l'instru, tu la classerais dans quel genre? Tropical. C'est pour ça que je te demande, parce que même moi, j'arrive pas forcément. Tropical, house, urbain, je sais pas quoi. Ouais, en fait, c'est pas mon travail, moi. Tu vois, ça serait le mien, mais même moi, j'ai pas réussi. C'est pour ça que je te pose la question. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que tu as kiffé le morceau? Franchement, j'ai kiffé le titre. Eh ben, mets-le dans la case de morceaux qu'on kiffe. Et ça suffit. En fait, ça sert à rien de se mettre des barrières musicales, tu penses? C'est ça. T'as kiffé? Très bien. Voilà. J'écoute pas du rock ou j'ai pas. En fait, c'est ça le genre qu'il faudra inventer. J'écoute pas du rock ou j'écoute pas du rap, j'écoute la musique que je kiffe. Fin de l'histoire. C'est ça le curseur pour moi. Ouais, t'es en train de nous dire un peu, c'est comme la politique d'aujourd'hui, entre guillemets, il n'y a plus de frontières entre la gauche et la droite, tout est mélangé. Je préfère l'artistique que la politique, tu vois, parce qu'au moins il n'y a pas de coup fourré. Enfin, moi en tout cas, je fais pas de coup fourré dans ma musique. Ok, d'accord. Je ne d'accord. conspire pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément plus de featuring sur cet album. On a vu que tu avais travaillé avec Damso. Ouais. Il n'y a pas de morceau avec Damso qui est présent sur ce projet? Comment non, ça se fait? Non, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y en a des morceaux qui ont été faits au vu ouais, de ton sourire. Ouais, des morceaux qui ont été faits, ouais. Pourquoi tu les as pas mis sur l'album? C'est une histoire, je pense que c'est lui qui connaît l'histoire et c'est à lui de la raconter, cette histoire-là, tu vois. Comment s'est fait de la connexion? Il m'a appelé en fait, par un ami interposé. Il a dit qu'il voulait me rencontrer pour qu'on travaille des trucs ensemble. Et puis on s'est vu, on a travaillé ensemble et c'était super fort. Vraiment, c'était super fort. C'était comme un coup de foudre artistique. Parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Et il fait partie des rares MC qui sont complets. C'est-à-dire que le mec, il a une musicalité, il écrit bien, il a un flow de ouf et il a du charisme. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des fois, ils sont très forts en charisme, mais ils écrivent un peu moins bien un truc. Lui, il est complet. Et en plus, il est rapide. Et moi, je viens de cette école-là. Je viens d'une école où en studio, gros, il y a un beat, c'est du challenge. Tu mets pas 1000 ans à écrire, tu mets pas 1000 ans à poser. Productif. Voilà, ça n'existe. Moi, je viens de cette école-là, tu vois. Et du coup, lui, il vient pas de cette école-là, mais il a ça. Parce que lui, il est plus jeune, mais il a ça. C'est-à-dire qu'en studio, le mec, il écrit, boum, 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 boum. Et moi aussi, c'est comme ça. Je suis connu pour ça, tu vois. Du coup, quand on était en studio, tu imagines comment ça a fusionné. Mais la fin de l'histoire, c'est-à-dire que ça, c'est la saison 1. La saison 2, c'est Damso qui doit la raconter. À suivre, c'est ça? Ouais. Donc en fait, quand tu vois son succès actuel, ça t'étonne pas, quoi, c'est ça? Ça m'étonne pas du tout. Surtout que moi, j'avais écouté l'album avant. Et lui aussi, il a écouté mon album avant. Et on s'est envoyé que des fleurs et des éloges comme ça. Mais c'est vrai qu'en parlant de feeling entre artistes, quand tu vois que des artistes comme Stromae ou Damso, qui entre guillemets, d'un point de vue médiatique, sont plus en vue que toi actuellement, te disent que tu les as influencés, qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir par rapport à l'ego. Forcément, ça me fait plaisir. Mais et puis je me dis tant mieux. Tant mieux, tu vois, tant mieux. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que, n'en déplaise à certaines personnes, les artistes entre vous, enfin dans votre monde, vous n'allez pas vous baser uniquement sur le succès commercial pour vous dire si vous appréciez tel ou tel artiste? Par exemple, toi, tu peux bosser avec un mec comme Hamza qui a peut-être une carrière plus courte que toi et un succès commercial plus moindre que le tien. Bah, en même temps, il n'a pas le même âge. Mais moi, je m'en fous de ça. Mais c'est ça la différence entre les vrais artistes et ceux qui sont… c'est que on dit vrai, reconnaissent vrai, mais il y en a, ils disent vrai, reconnaissent vrai, mais ils voient faux derrière. Moi, c'est vrai, reconnaissent vrai. Si un artiste, il est fort et que je me suis pris la gifle quand il a posé, pourquoi je vais aller faire le mec à dire ouais, mais il vend moins que moi, donc il est plus nul? Mais ça va pas ou quoi? Ça veut rien dire ça. Ça, c'est le règle de la quantité, tu vois. Et moi, je suis pas dans le règle de la quantité. C'est pas la quantité. Parce qu'il y a tu vas prendre des auteurs, par exemple, en littérature, on n'entend même plus parler. Tu vois, des auteurs du romantique de tel siècle qui, bon, à l'époque, pas tel siècle, on va dire, ouais, 20e, 19e siècle, qui vendaient beaucoup, qui étaient tout le monde parlait d'eux. Mais qui n'ont pas marqué. Mais on s'en fout. Alors que le mec qui a vendu je sais pas combien de livres à l'époque, bah voilà. C'est devenu une référence avec les années. Tu vas prendre, je sais pas moi, c'est comme Van Gogh. Van Gogh, tu vois. Ils sont vivants, ouais. C'est un génie, tu vois. Et je dis pas ça parce que j'ai étudié Van Gogh, j'ai lu les bouquins sur lui, comme sa vie et tout, tu vois. Et du coup, ben oui, c'est un génie. C'est un génie, mais voilà. Alors après, moi, je dis pas que je suis Van Gogh et que truc, parce que je suis pas Van Gogh en plus. Je remplis l'Olympia, tu vois, je vends des disques depuis 15 ans, je suis pas Van Gogh, tu vois. Je vis de ma musique, tout va bien, tu vois. Et puis surtout, je regarde pas ça. Je regarde pas ça. C'est vrai qu'il y a un titre qui illustre bien cette boucle transgénérationnelle, c'est le titre Quand je serai KO,
qui est une reprise du titre d'Alain Souchon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as repris ce titre-là? Parce que c'est un titre que j'ai beaucoup écouté, en fait, que j'aime beaucoup, et toujours ce rapport à la boxe anglaise. J'aime la boxe anglaise. Dans le clip et dans le morceau, dans le titre, Quand je serai KO, il y a une référence à la boxe, et à le fait d'être un boxeur, et puis tu tombes contre un boxeur qui est plus jeune que toi, et puis il te met à l'amende, et puis tu vois. Et ça me rappelle aussi une nouvelle de Jack London qui s'appelle Une tranche de beefsteak, que j'aime beaucoup, qui raconte aussi l'histoire d'un boxeur qui doit nourrir sa famille, qui n'a plus d'argent, et qui va livrer un combat pour nourrir sa famille, et qui tombe contre un jeune. Et le jeune, je ne raconte pas la fin. Mais, et du coup, moi j'ai 15 ans de carrière, c'est des questions que je me pose, mais ça ne parle pas que de moi, ce titre-là. Tu vois, l'ouverture du morceau, c'est « Regarde cette femme comme elle est belle, on vient de lui dire qu'elle était vieille, qu'elle soit mannequin, qu'elle soit femme, encore une jetée comme une vieille ». Et dans le deuxième couplet, je dis « C'est toi qui as sauvé l'usine, mettez qu'un boulon dans la machine ». Donc je parle aussi par rapport au travail, tu vois, la manière dont parfois on utilise les gens, et puis une fois qu'ils sont rincés, truc. Dans le foot aussi, c'est comme ça. Tu vois, dans le foot aussi, c'est comme ça, où tu es performant, tu es trop fort, et puis d'un coup, on considère que non, truc, vas-y, tu dégages. Mais moi, c'est des êtres humains. Mais d'ici, c'est vrai que tu pointes un peu du doigt le fait que l'industrie de la musique considère les artistes comme des produits périssables. Ouais, mais c'est eux aussi, les artistes. Ils ont pas à se considérer comme ça. Ils n'ont pas à jouer ce jeu-là. Mais est-ce que c'est pas un peu logique à partir du moment où il y a des enjeux économiques, il y a une économie autour des artistes? Je suis pas d'accord. Tu comprends ce que je veux dire ou pas d'ici? Ouais, moi, je comprends. On va investir de l'argent sur toi, ouais. Mais à partir du moment où tu génères des bénéfices, ouais. C'est-à-dire que même si on t'aime bien, tu es sympathique. Oui, ça, je suis d'accord. De crash, c'est un peu compliqué. Non, ça je suis d'accord. Mais à ce moment-là, tu as suffisamment, je pense, surtout aujourd'hui, de moyens de faire ton business par toi-même. Tu vois, si toi, tu avais attendu qu'il y ait TF1 qui vienne te produire, tu n'aurais jamais fait tout ce que tu fais. Tu vois. Donc du coup, je pense que les artistes aussi, il faut pas se considérer comme un produit, en fait. Enfin, c'est ma vision des choses. Ou si tu te considères comme ça, fais pas l'étonner quand ton produit ne marche plus et qu'on te jette en l'air. Si tu as joué ce jeu-là, tu as fait des morceaux en plastique, je ne sais pas comment, et après on te tège en l'air, sois pas étonné. Tu vois, moi je veux pas m'étonner de ça. Mais de toute façon, une fois qu'un artiste garde le soutien de son public, quoi qu'il arrive, l'industrie de la musique va pas le mettre de côté. Apparemment, tu es bankable, c'est aussi ça, c'est que c'est ton public qui te fait vivre. Mais ça, c'est quand tu es sincère avec ton public. C'est comme ça que ça dure. C'est un rapport d'amour. Hein. Si les gens ils sentent, quand tu triches. Les interactions, elles sont très importantes en fait, comme on en parle en début. Et c'est pour ça que moi, jusqu'au petit détail d'écrire des mots manuscrits pour les mettre sur mon Facebook, c'est un détail qui compte. Parce que je mets du réel dans le virtuel. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est vraiment moi qui ai écrit. Je ne le fais pas tout le temps, mais tu vois, c'est important. Et c'est ces détails-là qui font le truc. Mais toi, est-ce que tu pourrais assumer le fait d'être une superstar? Parce que j'ai l'impression que, étant donné que tu as été connu assez tôt, j'ai l'impression que tu en as un peu peur. Tu en parles dans Watcha, le fait moi, j'ai déjà été une superstar. C'est pour ça que je te dis ça aujourd'hui. Est-ce que c'était pas mieux dans cette position? C'est-à-dire rappeur avec une longue carrière, enfin artiste avec une longue carrière, une certaine notoriété, mais on ne te voit pas tous les jours à la télé, on ne t'entend pas toutes les années, tous les mois. Pas. Moi, c'est pas du tout mon but. Tu pourrais l'assumer cette position? Qu'on m'adore, je veux pas ça. Maintenant, je veux toucher le plus de monde possible, tu vois, mais avec ce que je suis. Je veux pas, pour toucher le plus de monde possible, trafiquer et tout ça. Je veux pas. Ou rentrer dans le star system, c'est ça? Je veux pas ça. Je veux pas ça. Quoi, t'as l'impression que ça peut te bousiller? Non, parce que c'est pas mon but, tout simplement. Il y en a, ils y arrivent, c'est leur but et c'est très bien pour eux. Moi, c'est pas mon but. C'est pas mon but. Mon but, c'est de remplir le Stade de France ou je sais pas quoi. Ok. Mais à ta façon. Si vous avez aimé mon disque, pas si vous m'avez aimé moi, si vous avez aimé ma musique. Quand on arrive à 17 ans de carrière, qu'est-ce qu'on se dit pour la suite? Quoi qu'il arrive, je vais rester? Non, je pense pas à ça. Des fois même, j'ai envie de partir, j'ai envie d'arrêter, tout ça et tout. C'est des choses, je pense que les artistes, ça leur traverse l'esprit. Le jour où je me dirais, bon là, tu fais un disque que et uniquement pour te faire de l'argent, j'arrête. J'arrête. Et je reprends mes études, chose que j'ai déjà faite. Je reprends mes études, je fais autre chose. D'accord, on va arriver sur la fin de l'interview, on va parler de deux morceaux, À Petit Feu et Menteuse. Ouais. Pourquoi tu les as pas unifiés ces deux titres, sachant que on va dire que la thématique est un peu proche, on va dire. Ouais. Tu n'as pas pensé à aller faire le même morceau pour ces deux titres-là? Je voulais pas que ça fasse trop long, tu vois. Je voulais pas que ça fasse trop long, mais effectivement les deux morceaux sont liés. Menteur, Menteuse.
En fait, j'aimerais vous l'expliquer, mais je ne veux pas vous l'expliquer parce que j'ai placé. C'est un des morceaux qui a été le plus long à faire. J'ai peut-être 40 versions de Menteur-Menteuse. Et il y a tout. Il y a plein de détails dans ce titre-là. Donc, c'est un peu comme dans les jeux où on doit trouver, tu vois. Ben voilà. Je pense qu'il faut écouter le titre et voir tout ce qui a été placé. C'est vrai que tu pointes un peu du doigt le fait que les relations entre individus aient changé, soient un peu plus fausses, manque de sincérité, notamment à cause des réseaux sociaux. Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça d'ici? On veut toujours se montrer sous son meilleur jour en vrai? Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a toujours été comme ça. Et tant mieux. Il ne va pas arriver une mauvaise haleine, des crottes de nez dans les yeux et dire tu veux sortir avec moi, ça marche pas, tu vois ce que je veux dire. Bon, mais pour autant, tu pouvais trafiquer jusqu'à un certain point. Dire que les filles elles se maquillent, toi tu fais un peu de muscu, t'es frais, tout ça et tout. Mais aujourd'hui avec Internet, tu trafiques autant que tu veux. Si tu veux mentir et dire que tu es chef d'entreprise, si tu veux te mettre des super filtres, si tu veux te grossir les seins, si tu veux, tu vois, affiner ta taille, truc pour les hommes, tu peux mentir autant que tu veux, tu vois. Donc, je pense qu'on est passé dans un autre paradigme, on est dans un autre truc. Et du coup, vu qu'on est basé sur des relations qui sont fausses et qu'on sait qu'elles sont fausses, on s'installe parfois dans des choses qui sont un peu fausses. Et il y a un autre titre pour finir sur celui-là, c'est La fille de la piscine. Ouais. Est-ce que c'est un titre qui date ou enfin un titre qui date ou que est-ce que c'est vraiment un souvenir d'enfance? Est-ce que tu as encore des souvenirs d'enfance? Ah ouais, ça c'est plus un souvenir d'adolescence. Ouais. Parce qu'un enfant, je pensais pas aux meufs, tu vois. Et du coup, ouais, ça c'est plus un souvenir d'adolescence. Et ouais, j'en ai plein. Ouais, tu mets en avant une certaine timidité qu'on n'entend pas forcément dans le rap, on en parlait tout à l'heure. Ouais, alors qu'elle existe. Elle existe, mais malheureusement, nous-mêmes, on a accepté des codes. Après, j'ai pas envie de rentrer dans de la sociologie et de la politique parce que tu vois, tu disais, ouais, les gens vont dire que je suis pédant. Mais juste dire un truc. Juste parler, particulièrement du Renoir. Et je vais faire vite, tu vois. On a décidé et dessiné depuis l'esclavage pour le noir qu'une personne physique. Ça veut dire que le noir, il est accepté ou montré dans l'inconscient collectif et de lui-même, il a intégré ça, je parle en général, pas dans les individualités, que par rapport à sa force physique. Tu le retrouves dans le sport, tu le retrouves, ce mythe des grosses fesses chez les noirs, alors qu'il y a des noirs qui n'ont pas des grosses fesses, tu vois. Le fait que les noirs ont un grand sgeg, et donc, toute cette. Et qui dit que physique dit animal. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, tout ce qui est un peu plus que des sentiments que tout le monde a, la timidité, la gêne par rapport à parler, tout le monde a ça, c'est pas noir, blanc, jaune et tout. Tout le monde a ça. Il y en a qui le dépassent, mais tout le monde a ça. Mais on dirait que ça, c'est des choses, c'est moins accepté chez d'autres. Ça veut dire que tu as un négro fragile. Ça veut dire que truc. Mais moi, je suis pas dupe de ça. Donc quand je parle de la fille de la piscine, c'est ça. C'est je raconte, comme j'avais fait dans Ghetto Sitcom, où je racontais que tu peux, comme la plupart des mecs de quartier, ils n'ont pas d'oseille, cette espèce de misère sexuelle, quand tu dois inviter une meuf et tout ça et tout, tu ne sais pas trop comment faire. Tout le monde n'est pas un dealer, tu vois, et il y en a même peu. Donc du coup, tu trouves des petites combines. Tu vends un petit cos là, tu vends un petit truc, tu vois ce que je veux dire, et tu peux emmener ta petite meuf au truc. Et c'est ça qui a fait mon succès. C'est parce que moi, je dis les choses telles que je les ressens et j'ai pas peur de le dire. Et c'est ça, ne pas être un négro fragile. C'est que tu n'as pas peur des choses, tu les dis les choses, tu vois. Donc voilà. Et tu sais quel clip tu vas clipper prochainement? Quel titre tu vas clipper plutôt? Alors, il y en a déjà un qui est clippé, je ne sais pas quand sera diffusé l'interview, mais c'est Ça va aller. Ça, c'est le prochain qu'on sort. Et on a clippé Vibe. Et qu'est-ce qu'on a clippé? On a clippé Lutte. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien clipper Qu'ils ont de la chance. Et quels sont tes objectifs pour ce projet? Avec ce projet? Vendre 70 millions d'albums dans le monde entier, remplir le Madison Square Garden et… non, je rigole. Mes objectifs, c'est que ça puisse vraiment réellement toucher des gens. J'ai déjà eu des messages des gens sur d'autres albums qui m'ont dit des choses extraordinaires. J'espère que ça va continuer à faire ça, que les gens vont comprendre le disque et surtout que je vais faire une très belle tournée et avec le plus de monde possible. Zénith, Olympia? Enfin, Zénith. Avec grand plaisir. Olympia, Zénith et après Bercy Arena. Avec grand plaisir. Je prends, il n'y a pas de problème. Ok, t'as un dernier mot à ajouter d'ici? Non. Encore une belle interview avec Rap Elite.
Merci à vous. Ah oui, l'Olympia le 6 décembre. Je fais l'Olympia le 6 décembre. Voilà. Je n'ai rien